Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Comment mesurer l'empreinte environnementale de nos activités numériques? Une appli le propose, on va la découvrir avec l'invité de Smart Impact, Franck Valadier, qui est directeur de l'expérience et du design chez Frugger. Quelle place pour les femmes dans le mouvement Tech for Good? Ce sera notre débat alors que la Ruche lance la 5e édition de son appel à projet Les Ambitieuses. Les détails tout à l'heure. Et puis la start-up du jour, c'est Kirby qui propose un service de scooter cargo électrique pour la livraison du dernier kilomètre. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Franck Valadier, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc directeur de l'expérience et du design chez Frugger. C'est quoi Frugger? Une start-up à impact, on peut la définir comme ça? C'est exactement la bonne définition. Une jeune start-up, on a tout juste un an. Oui. Donc avec quelle idée? C'est Digital for Better, c'est ça qui est... Alors ça c'est la société éditrice. Ouais, c'est ça. Finalement, qui a constitué au départ, qui était un simple logiciel, et puis qu'on a transformé en start-up. Donc c'est un produit SaaS destiné aux grandes entreprises et ETI pour pouvoir mesurer et améliorer leurs différents impacts numériques. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de la notion de bilan carbone qui peut remonter souvent dans les demandes des RSE, mais c'est aussi l'accessibilité, l'inclusion, qui sont les facteurs sociaux des impacts numériques sont de plus en plus importants aussi aujourd'hui. Donc le premier marché que vous avez adressé, on viendra à la nouveauté grand public dans un instant, mais le premier marché, c'est vraiment le marché des entreprises. Tout à fait. Et alors, la spécificité, c'est qu'effectivement, vous en parliez par rapport à Digital for Better, on est une entreprise à mission, agréée ESUS, c'est-à-dire que... alors c'est pas qu'on se définit comme des Robins des Bois, c'est pas la situation, mais notre définition, c'est que on reverse 50% de nos bénéfices pour les associations, dans le domaine du numérique, qui n'ont pas les moyens et qui forcément pourraient pas se développer économiquement. Et l'idée, c'est d'aller aussi agir auprès des grandes entreprises qui elles ont beaucoup plus d'impact auprès de la société, des consommateurs, pour pouvoir nous développer économiquement, mais aussi agir plus grandement au niveau national aujourd'hui et puis international demain. Donc on est vraiment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Peut-être un constat sur les chiffres de l'empreinte environnementale du numérique. 730% d'augmentation des émissions carbone dues au smartphone en 10 ans. 88% des Français qui changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. 15% des téléphones collectés pour être recyclés. 15% seulement. Est-ce que cette empreinte, je reste sur le constat avec vous, est-ce qu'elle explose vraiment ou est-ce qu'on commence à amorcer un repli? Ah non, je pense qu'on n'est pas du tout dans le repli. C'est au contraire, aujourd'hui, on aurait plus tendance à penser que ça pèse pas grand-chose. Si on prend le numérique d'une manière globale, on estime que c'est 2% des gaz à effet de serre, mais une projection doublée, 4-5% d'ici plusieurs années, d'ici 2-3 ans, ce qui veut dire plus que le secteur aérien avant Covid. Donc, ça va vraiment vite, une petite dimension, puis une explosion de la consommation d'énergie aussi Alors, ça questionne nos comportements de consommateurs, je le disais, avec le fait de changer son téléphone quand il fonctionne encore, mais ça questionne j'ai presque envie de dire la philosophie du secteur, c'est-à-dire qu'on nous a biberonnés à la nouveauté. Tout à fait. Et puis c'est surtout que cette course effrénée fait qu'on ne s'est jamais posé sur comment on développait. Donc c'est toujours plus de technologie, c'est toujours plus de consommation. Alors c'est beaucoup d'externalités positives quand on parle aujourd'hui. Le numérique a révolutionné et aide la vie des gens. Mais on commence à mesurer aussi les impacts, j'en parlais tout à l'heure, sociaux. Donc on parle aussi parfois d'électronisme, c'est-à-dire l'exclusion d'une partie de la population. On mesure plus de 20% de la population française qui peut avoir des difficultés à accéder ou à utiliser les services numériques. Le smartphone, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est effectivement celui dans le numérique qui a le plus d'empreintes et qui touche le plus de monde. On est à 60 ou 70 millions de smartphones vendus en France, c'est assez colossal. Et comme vous le disiez, que 15% qui peuvent être recyclés chaque année. Donc c'est de la perte de ressources rares qui deviennent de plus en plus rares, donc qui sera un des enjeux de demain. Donc vous lancez une appli à destination du grand public. Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est dans le cadre, comme je vous le disais, de notre mission. C'est vrai que notre modèle économique, il est sur les grandes entreprises, mais on s'est dit que nous, on veut agir auprès de tout le monde. Donc on s'est dit qu'on allait proposer une application gratuite qui permet
à travers un score, ça c'est quelque chose d'important, de mesurer l'empreinte et les impacts de son mobile. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle souvent d'équivalence en kilomètres de voiture. En fait, c'est des choses qui ne parlent pas aux gens. Donc on s'est dit qu'un score, c'était quelque chose qui permettait finalement de mesurer, de rendre crédible quelque chose qui n'existe pas. C'était un peu immatériel. Tout à fait. Donc c'est une sorte de Nutri-Score, mais environnemental. C'est ça. Quoi. On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, donc on va se baser sur différents critères. Pour être honnête, effectivement, aujourd'hui, entre 60 et 70% de l'empreinte est due au matériel lui-même. Ouais. Donc les usages sont plus restreints dans le poids. Mais en fait, c'est les usages qui créent ça. J'ai une petite anecdote. Ouais. L'anniversaire de ma maman la semaine dernière, on lui a acheté un bracelet connecté. Et le bracelet connecté, son téléphone, les deux sont compatibles, sauf qu'il faut installer un logiciel. Et le logiciel n'est pas reconnu par le téléphone parce qu'un système trop ancien. Mais du coup, quel constat? Soit il faut que je change le téléphone pour pouvoir faire fonctionner le bracelet, soit elle ne peut pas accéder à ce bracelet qui lui permettrait de mesurer ses pas ou son activité. Donc finalement, une certaine forme d'exclusion. Les usages, c'est là qu'ils se situent. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va être ces créations de logiciels, tout ce qui fait que ça nous force ou ça nous incite à renouveler nos matériels qui, pour le coup, eux, ont le réel impact aujourd'hui lors de leur fabrication, notamment. Alors, si on parle effectivement des usages, de quelles activités liées au mobile on parle? Qu'est-ce que vous allez mesurer dans nos activités? Quel type d'impact? Dans les temps de connexion. Ouais. Alors aujourd'hui on parle beaucoup, c'est tout ce qui va être les accès au téléchargement, au streaming, hein, donc les réseaux sociaux aussi. Hein, essentiellement l'usage du téléphone aujourd'hui c'est plus pour téléphoner, heureusement c'est beaucoup les réseaux sociaux, regarder des films sur les plateformes. Oui c'est ça, ce que j'allais vous dire, combien de vidéos j'ai vues aujourd'hui, quel temps de vidéo j'ai... Alors, ça, c'est effectivement des choses qui sont de plus en plus optimisées, parce que ce sont des grandes plateformes qui, à travers leur serveur, arrivent à optimiser un petit peu leur empreinte. Mais encore une fois, c'est à chaque fois qu'on travaille dans ces nouveautés, on va chercher, tirer des services qui, eux, ont un impact totalement invisible en bout de chaîne, finalement, ou en début de chaîne, plutôt. J'ai vu qu'il y avait un indice environnemental, un indice social, un indice de sobriété. Ça, c'est pour le grand public ou c'est pour les entreprises? C'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est le même principe, en fait. C'est le même principe. On a repris notre même principe de scoring qu'on applique sur notre logiciel auprès des entreprises sur le grand public. D'ailleurs, petite anecdote, donc Frugger, hein, on a donné le nom à l'application qui est le nom de notre start-up, qui est un dérivé de frugalité. Donc, voilà. Et donc sur la sobriété, par exemple sur un téléphone, c'est des choses bêtes, c'est le nombre d'applications qu'on peut installer, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de déployer tout le temps des services, toujours cette espèce de surenchère de consommation. Et ça fonctionne via des alertes, ou alors c'est moi qui vais décider d'aller, tiens, je vais vérifier cette semaine comment j'ai consommé sur mon mobile, quoi. Ça a été un vrai challenge parce que aujourd'hui, nous aussi, dans notre mission d'être éco-responsable, on fait attention à ne pas prendre les données des gens, hein, de les respecter. Et puis les téléphones eux-mêmes, hein, notamment marqué à la pomme, verrouillent beaucoup les données, donc pour le bien de ses utilisateurs. Donc on a joué sur ce qui était disponible, c'est-à-dire des temps de connexion d'utilisateurs du téléphone, l'identification du téléphone qui nous permet de récupérer son indice qu'on appelle d'ACV, donc de cycle de vie, et aussi des données qu'on a par rapport à sa fabrication, parfois pas toujours très bien données par les fabricants. Et puis après, via des tests, quiz déclaratifs, on va pouvoir renseigner ses usages, nombre d'heures de connexion, type de serveurs, nombre d'applications que j'ai installées, différentes choses comme ça qui vont permettre de compléter l'algorithme et de pouvoir remonter comme ça un score complété qui du coup se met à jour en fonction effectivement de son usage après une fois qu'on a renseigné ce type de données. Frugger est lauréate 2022 du top 50 de l'entrepreneuriat à impact. Bravo, c'est une reconnaissance. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vous ouvre des portes? Comment vous imaginez faire fructifier une nouvelle comme celle-là? Aujourd'hui, on se rend compte que, alors Frugger, c'est une entreprise son siège social est à Rennes, et puis aussi à Nantes et à Paris. Et on s'aperçoit qu'en moins d'un an, on a commencé à avoir une vraie notoriété. Au départ, au milieu des associations numériques, et puis de plus en plus sur le niveau national et grand, et notamment avec le lancement de cette application, beaucoup de reprises médias ces derniers temps. Donc ça nous permet finalement de montrer qu'on est là sur la place
smart tech, des startups. Ouais. Et puis Et je reviens à la partie entreprise, à votre premier métier en quelque sorte. Est-ce que vous êtes porté par la réglementation également? Quand on voit par exemple la loi AGEC, est-ce que vous sentez un mouvement dans les entreprises qui fait qu'elles cherchent des moyens d'évaluer l'impact? C'est la réglementation qui sera le vrai levier de changement. Vraiment. AGEC fait que depuis cette année, les opérateurs téléphoniques sont obligés de remonter leur marque import. Ouais. C'est là aussi le contexte dans lequel on sort cette application. Ouais. Et demain, c'est une évidence que la réglementation va si ce n'est se durcir, d'être de plus en plus contraignante et incitative auprès des entreprises pour pouvoir, encore une fois, mesurer. Parce que c'est vrai que c'est un des enjeux aujourd'hui. On ne voit pas, c'est totalement invisible. Et puis après, avoir les outils pour pouvoir améliorer leur sujet. Enfin, on commence à déjà travailler avec de très grands groupes français qui sont déjà sensibilisés et qui se projettent effectivement dans ces notions de futur où ça va devenir de plus en plus important. Merci beaucoup. Merci Franck Valadier. Bon vent à Fruger. On passe à notre débat. Tiens, on reste dans l'univers de la Tech for Good pour y parler de la place des femmes. La Tech for Good, le numérique responsable, on parle de la place des femmes tout de suite dans ce débat avec Victoria Mandefield. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice de Solinum, à vos côtés Gaspard Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi, responsable du programme Accélération pour Start-up à Impact à La Ruche. Allez, on présente pour démarrer Solinum. C'est une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est où? On se définit comme une start-up associative. Ok. Parce qu'effectivement, on est une association à but non lucratif, loi 1901, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover. Donc nous, notre mission, c'est d'innover dans la lutte contre la pauvreté. Et on le fait aujourd'hui à travers deux axes phares. D'abord, informer les personnes en situation de précarité sur tous les lieux utiles pour répondre à leurs besoins avec SoliGuide. Et ensuite, on héberge les femmes sans abri chez des particuliers avec Merci pour l'invite. Eh ben, on rentrera dans le détail tout à l'heure. La Ruche, on a déjà reçu La Ruche ici, mais je veux bien que vous nous rappeliez un peu ce que vous faites. Alors La Ruche, c'est un réseau national d'incubateurs dédié à l'accompagnement d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises à impact. Aujourd'hui, on est présent un peu partout sur le territoire et la grosse activité de La Ruche, c'est d'accompagner justement ces entrepreneurs, finalement de l'idée jusqu'à la première levée de fonds, sur toutes les phases d'amorçage que peuvent connaître une entreprise à impact. Ouais, quelques chiffres, près d'1 millier d'entrepreneurs accompagnés en 2021, des dizaines d'experts, une communauté d'1 millier d'entrepreneurs. Ça c'est important, 83% de taux d'activité des projets accompagnés 3 ans après, donc ça tient, et 123 entreprises à impact portées par des femmes sur des programmes longs. Et on va zoomer sur cet aspect-là, puisque vous lancez la 5e édition de votre programme, Les Ambitieuses Tech for Good. C'est quoi exactement ? Les Ambitieuses Tech for Good, c'était un pari déjà, de se dire qu'il existe en France des femmes entrepreneurs qui entreprennent dans l'impact et en plus qui utilisent toutes les opportunités que peuvent offrir le numérique et la tech pour résoudre un enjeu de société. Donc c'était avant tout de se dire, on peut détecter, accompagner et permettre une accélération de ces porteuses de projets, de ces femmes entrepreneurs qui développent ces solutions. Et donc on a lancé il y a bientôt 5 ans, c'est la 5e édition, ce programme d'accompagnement qui permet justement de pouvoir permettre d'accompagner sur 9 mois tout type de projet Tech for Good, dans tout type de sujet d'impact finalement, social, environnemental, sociétal, dans leur développement. Ouais. Alors il y a peut-être des téléspectatrices qui nous regardent là et qui se disent mais c'est pour moi. C'est quoi les critères pour candidater ? Alors les critères pour candidater, c'est d'être une femme entrepreneur ou avoir une cofondatrice dans l'équipe. Évidemment, on encourage la mixité dans les équipes. On doit avoir une preuve de concept, une solution qui est déjà développée, puisque l'enjeu c'est vraiment de permettre une accélération, donc pas forcément d'accompagner l'idéation. Et puis des premiers clients, un premier axe commercial développé et d'être partout en France, peu importe la localisation. Et c'est ouvert à toutes. Jusqu'au 27 mars, on a un appel à projet et l'accompagnement est gratuit. 27 mars pour se porter candidate, c'est la date limite. Victoria Mandefeld, vous avez été accompagnée par ce programme, les Ambitieuses. Retour d'expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, j'ai été accompagnée, c'était une super expérience, notamment pour structurer le projet, trouver son modèle économique, son modèle juridique,
apprendre des choses ultra importantes comme la mesure d'impact social. Gros mot à l'époque, mais aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté qu'il y a 66 000 recherches tous les mois sur Soliguide, qu'on a fait 70 hébergements avec Merci pour l'invite, ou que Soliguide facilite la vie des travailleurs sociaux pour 95% d'entre eux. Ouais. Donc voilà, ça c'est la mesure d'impact. C'est bête, mais c'est hyper important et c'est ce qu'on apprend à la ruche. J'ai lu en préparant l'émission, vous disiez, j'ai le syndrome de l'imposteur. Allons bon, vous n'êtes pas la seule, hein, ça arrive et ça peut durer toute la vie, ce genre de choses. Mais est-ce que la ruche vous a aidé à vous en débarrasser ou à l'atténuer d'une certaine façon, à prendre confiance, quoi? Oui, quand je suis arrivée à la ruche, faut se dire que du coup, je sortais tout juste de mes études. Oui. J'étais stagiaire, étudiant entrepreneur, toute seule. Et donc, évidemment, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que moi, je pouvais monter une boîte? Comment est-ce que je pouvais aider les personnes en situation de précarité et changer les choses? Et donc là... Oui, comment moi je vais y arriver alors qu'on a des candidats à la présidentielle qui nous promettent ça depuis 30 ans, vous voyez ce que je veux dire? Clairement. Oui. Et franchement, la ruche, elle m'a énormément aidé là-dessus, à prendre confiance. M'entourer aussi et beaucoup de moments où juste j'appelais Gaspard en lui disant « Ah mon Dieu, il y a tout qui va pas, qu'est-ce que je fais ?» et qui me disent juste « Non mais t'inquiète, en fait, tout va bien. » D'autres sont passés par là, c'est là aussi l'intérêt de la ruche. C'est de partager les bonnes pratiques et éventuellement éviter les erreurs d'aiguillage, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est la force de la communauté, du groupe, de la sororité même, on peut dire. C'est parce qu'on est dans un groupe de 10 femmes entrepreneurs pendant 9 mois qui se voient régulièrement, qui partagent des doutes, des inquiétudes liées à toute vie d'entrepreneur forcément, et se soutiennent. Et on met un point d'honneur évidemment dans justement nos programmes d'accompagnement dédiés aux femmes entrepreneurs à accompagner évidemment les personnes aussi derrière les projets. C'est-à-dire qu'on va accompagner des sujets opérationnels, stratégiques évidemment des projets, mais derrière il faut que ces entrepreneurs qui montent ces projets aillent bien, puissent avoir une bonne répartition vie perso, vie pro, et cet effet de communauté, ce partage d'expérience permet ça. Oui, et cet aspect de la confiance, je vous en parlais parce que c'est vraiment pas neutre quand on arrive dans un secteur qui est quand même assez machiste. C'est un de nos combats dans cette émission. 2% de fonds en France levés par des femmes, c'est quand même pas beaucoup. Les femmes à la tête de 9% des startups et 9% des fondateurs s'associent à des femmes, quand 61% des femmes s'associent à des hommes. Voilà, ça c'est le constat. Est-ce que c'est aussi pour amorcer un rééquilibrage que vous avez lancé les ambitieuses, Gaspard Lefebvre? Tout à fait, bien évidemment. On avait commencé par un premier programme d'accompagnement destiné à toutes les porteuses de projets dans l'impact qui s'appelait les audacieuses, que j'ai l'audace de me lancer. Et puis après, on a continué avec les ambitieuses. J'ai l'ambition de me développer. L'enjeu, il est assez majeur, c'est de faire émerger des rôles modèles. Des rôles modèles comme Victoria, des rôles modèles comme toutes celles qui sont passées, ces 60 entrepreneurs qui sont passés par le programme, pour inspirer les suivantes en disant c'est possible déjà d'entreprendre dans l'impact et en plus dans le numérique, donc on est quand même sur 2 sujets clés, et venez, faites-le, suivez mes pas, et on est persuadé qu'en inspirant plusieurs, en dédiant ces programmes d'accompagnement justement à ces profils, eh bien on fera émerger plus de femmes entrepreneurs, et c'est des projets qui, dans les chiffres, sont plus résilients, plus durables, plus pérennes dans la création et le développement de ces activités. Ouais. Ce machisme, vous y avez été confronté, vous l'avez ressenti? Ou pas forcément d'ailleurs, je ne sais pas. Déjà, en commençant ingénieur, je baignais dans ce machisme. D'accord. Et je l'ai retrouvé dans tout mon parcours d'entrepreneur, évidemment. J'ai l'espoir, en tout cas, que ça commence à s'atténuer et qu'en tout cas, il y a des structures comme la ruche qui essayent de faire contre-pied. Pour nous aider, femmes entrepreneurs. Mais c'est sûr qu'il y a tout un tas de rendez-vous. Je me suis retrouvée devant des hommes qui ne me respectaient pas du tout par le seul fait que j'étais une jeune femme. Ouais. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on est sur ce thème, je pose cette question-là, c'est pas très original, mais je la pose pour voir si je vais avoir un parcours, une femme qui va me dire « Ah ben non, pas du tout, ça m'est jamais arrivé ». Et évidemment, j'ai jamais eu cette réponse. C'est quand même, ça vous met pas dans une rage folle parfois? Vous n'êtes pas sorti des fois d'un rendez-vous en disant « Mais c'est pas possible ce monde j'allais dire de vieux mecs qui regardent les femmes comme si elles n'étaient pas capables de se lancer, quoi. » Non mais c'est vrai. L'avantage de l'entrepreneuriat social, c'est que la rage folle qu'on a, on le transforme en énergie pour entreprendre, pour aider les personnes et pour avoir l'impact. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas si grave. Bon, ok. Alors, je voudrais entrer dans le détail. Cette plateforme Soliguide, c'est quoi les services que vous proposez? Sur Soliguide, les personnes en situation de grande précarité, elles peuvent trouver tous les lieux qui vont permettre de les aider. Donc, de la distribution alimentaire
à l'épicerie sociale, en passant par la permanence juridique, les cours de français pour les personnes en situation d'exil, vraiment qui vont pouvoir les orienter. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'en tant que maraudeuse, moi-même, j'ai pu voir de nombreuses fois l'effet désastreux psychologique que ça peut avoir sur les personnes, de ne pas savoir où aller, de se retrouver brinque-ballé entre différentes structures, et de final perdre espoir, perdre leur temps. Et c'est vraiment une course contre la montre quand on tombe en situation de précarité. Et là, en ce moment, avec la crise Covid, on se retrouve avec une crise sociale qui fait suite. Et c'est urgent d'aider ces personnes à se retomber sur leurs pattes très rapidement. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se retrouvent dans cette situation depuis quelques mois. Il y a eu un effet retard, en quelque sorte, de la crise Covid. Vous le ressentez, ça ? Malgré les aides, enfin voilà, on a été dans un pays plus protecteur que d'autres, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, heureusement, sinon ça aurait été bien pire. Nous, on l'a vu dans les chiffres. Quand on a fait le premier confinement avec Soliguide, on a vu qu'il y avait 70% des structures d'aide aux personnes en situation de précarité qui avaient fermé leurs portes. Donc imaginez, vous dépendez des colis alimentaires d'une association, du jour au lendemain, elle n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites ? On a eu un pic de recherche de plus de 500% sur Soliguide à ce moment-là, ce qui montre qu'il y avait des besoins qui étaient encore plus urgents qu'avant. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette plateforme de Solinum pour voilà, en faire une des ambitieuses, en quelque sorte ? Je ne mentirais pas si d'abord c'est l'entrepreneur derrière le projet qui nous a plu, bien évidemment, parce que derrière c'est la capacité justement de porter Solinum et Soliguide là où il est aujourd'hui, vraiment un acteur de référence sur cette thématique. Et puis derrière, évidemment, l'utilisation intelligente de la tech, de la technologie, une application simple d'orientation finalement pour permettre de résoudre un vrai problème lié à la précarité qui est la redirection vers les autres structures. Donc pour nous c'était vraiment finalement cette double aspect du projet, un projet tech qui se développe avec des ingénieurs, des développeurs derrière et un impact derrière qui voulait être important jusqu'à monter une autre activité qui était Merci pour l'invite, qui était dédiée à l'hébergement de femmes sans-abri. Donc derrière, il y avait vraiment cette globalité de ce projet qui avait de multiples impacts. Et puis, évidemment, je pense que derrière ce projet-là, c'était l'ambition d'un projet qui n'est pas seulement un projet local, qui a vraiment une ambition globale, voire même peut-être internationale un jour. Et derrière, c'est de se dire, OK, on peut être femme entrepreneur dans la tech for good, et la tech nous permet d'être ambitieux et d'avoir un modèle scalable. C'est vrai que Tech for Good, vous trouvez l'expression un peu étrange ? La tech, elle devrait toujours être for good. Et je trouve ça parce que triste qu'on puisse... On parlait de frugalité numérique juste avant, on peut se poser des questions quand même. Tout à fait, malheureusement aujourd'hui elle est mal utilisée, elle va avoir des impacts environnementaux désastreux ou alors des fois elle va utiliser vos données pour faire des choses on ne sait pas trop. Et pourtant, dans le social, je peux vous dire qu'on est toujours avec du papier crayon, avec des bouts de ficelle et il est urgent aujourd'hui qu'on ait les mêmes outils efficaces que dans le privé parce que quoi de plus important qu'aider les personnes à se relever en fait. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce programme, les ambitieuses jusqu'au 27 mars, c'est ça la date, c'est sur le site de La Ruche. C'est sur le site de La Ruche, en grand, n'hésitez pas à postuler. Ok, et on recevra les prochaines ambitieuses. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. On passe à Smart Ideas tout de suite avec des scooters cargo électriques. Bonjour Rodi Tafial, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Kirby, vous l'avez créé l'an dernier avec Reda Bellassem. C'est quoi Kirby ? Tout d'abord, bonjour. Alors Kirby, c'est le diminutif de cargo urbain électrique et écologique. Voilà, c'est un véhicule, un scooter électrique cargo qui a une contenance qui peut contenir des grands Vous pouvez livrer volumes. quoi ? Vous pouvez livrer quoi ? Alors on peut livrer toutes sortes de choses, des colis, plus de 100 colis, 1600 capacités, 1600 mètres, 1500 litres de capacité, excusez-moi. Oui. Et donc c'est un véhicule vraiment qui est idéal pour la ville et qui permet justement à pallier au vélo cargo. Ouais. Alors on voit des images, donc c'est des tricycles en fait, c'est ça ? Oui, c'est un triporteur électrique. Ouais. Et en fait, il y a une grande contenance et il y a aussi la possibilité d'avoir qui peut aller jusqu'à moins 35 degrés.
Ah d'accord, donc vous pouvez transporter aussi des produits surgelés. En quoi c'est adapté à la livraison du dernier kilomètre, la proposition que vous faites? Alors la proposition qu'on fait, c'est que le dernier kilomètre, pourquoi? Parce qu'on constate actuellement qu'il y a beaucoup sur les villes, les zones à faible émission. Et donc pour demain, pour les villes de demain, il faut vraiment des véhicules qui soient 100% électriques. Et on a les vélos qui... Par rapport du fait qu'il faut pédaler et il y a beaucoup de pénibilité et de turnover sur ce type de vélo, alors que là c'est un scooter, il y a juste qu'à accélérer et vous pouvez transporter des grands contenus. Oui, des contenus assez importants. Si on essaie de faire une liste, j'imagine que c'est une liste à la Prévert, vous livrez quoi? Alors on livre un peu tout, il y a les quick service, il y a les métiers de bouche, il y a tout ce qui se fait actuellement. On voit bien que le e-commerce ça marche beaucoup, que les gens aiment être livrés. Maintenant ils sont habitués avec leur portable à juste cliquer et avoir la livraison tout de suite qui arrive. Maintenant c'est même plus la livraison du dernier kilomètre, c'est la livraison des 10 dernières minutes. Donc Kirby s'adapte très bien à ce marché-là. Et c'est vraiment une explosion actuellement dans toutes les villes de France. Et c'est pour ça qu'il a tout à fait son utilité dans la ville de demain. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos clients, ça peut aller, comme je vous ai dit, des métiers de bouche, ça peut être les TPE, les PME, tous vraiment qui ont un impact justement par rapport à l'écologie. Oui, qui cherchent à limiter leur impact. Qui cherchent à limiter leur impact, merci. Et ça va vraiment de tout type de société. Mais vraiment, ça peut aller, je vous dis, même un boulanger nous a demandé, des plombiers. C'est vraiment vaste. Si on revient à l'origine, pourquoi vous vous êtes lancé avec Reda Belhassen? Pourquoi vous êtes dit, on doit créer ça? On doit créer ça parce que justement c'était une réflexion comme ça et qu'on a tous un peu à un moment donné dans sa vie, c'est que voulons-nous pour demain, la ville de demain, comment imaginons-nous la ville de demain, la mobilité de demain urbaine. Et c'est là qu'on s'est dit voilà, il manque quelque chose, il faut vraiment le vélo c'est très très bien mais ça peut être un plus justement. Pourquoi? Parce que le vélo c'est limité un petit peu et le scooter vous pouvez aller plus loin en dehors de la ville, vous pouvez vraiment être c'est maniable comme véhicule, il y a les couloirs de bus, vous avez le droit de prendre les couloirs de bus avec de l'électrique, avec de l'électrique cargo. Et c'était dans cette optique-là de vraiment la ville de demain, quoi. C'est quoi les défis à relever? Il y a la question des batteries, j'imagine, de l'autonomie. C'est quoi les soucis que vous devez régler en quelque sorte? Alors les soucis, exactement. Alors c'est les batteries. Bon, maintenant on a les meilleures batteries, on va dire, qui existent au monde. C'est des batteries lithium-ion. Elles vont à un maximum 100 km. Ils ont 100 km d'autonomie. On sait que ça suffit pour une journée de livraison, ça? Ça suffit en fait. Et on propose aussi nous justement un hub directement en plein Paris. Comme ça pallie justement à ces 100 km. Normalement 100 km, ça peut le faire. Voilà. Ouais, les batteries, vous parliez des différentes générations de batteries. C'est vrai que quand on a pour objectif de relever le défi du dernier kilomètre avec une solution électrique, donc moins d'impact, etc., l'impact principal, c'est la batterie, c'est les conditions de production, etc. Conditions de production, exactement. Mais justement, nous travaillons avec des partenaires français, gouvernementaux, qui sont justement chargés du recyclage des batteries. Nous sommes à 360. Nous vendons pas juste des véhicules, nous occupons aussi du traitement de la batterie, du suivi de la batterie et du recyclage des batteries. Merci beaucoup, merci Rodi Tafial, bon vent, bonne route on va dire à vos Kirby, vous les appelez les Kirby Exactement, c'est les Kirby. Et les chauffeurs c'est les Kirbystes? C'est des Kirbystes, des Kirbybistes. Ok, merci beaucoup. Merci bonne à route, vous. Bonne route à vous. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de la fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à très vite.